Céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminui, aumenta. E ela fica se deslocando. Ela como se ela viesse. Como ela viesse de lá do outro lado. Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo. Tem um vermelho agora. É balão agora. Não é balão, caramba. O balão não anda naquela velocidade, não. Caralho, tá subindo, viado. Não, vermelho. Tá conseguindo ver vermelho? Caralho, não, tô arrepiadaço, velho. Aquilo ali não é balão, não. Aqui embaixo, Alex. Caralho, velho, alguém filma essa porra, velho. A coloração é vermelha. Não é balão, não. Ah, meu Deus do céu. Corre pra tua live. Mas é viado. Gente, olha as estrelas. Ela vem forte. Será que é só aqui? Será que é meteoro? Desse jeito, né? Ué, Elas estão vendo todo mundo aqui tá na de quê? Às vezes ele tá vindo voado, não tá precisando de Olha lá! Gente! fogo, mano, isso é meteoro. Gente, vê essas coisas. Aí, Rony, de novo, Rony. Agora acho que eu peguei, mano. Consegui furar o bloqueio da empresa, da indústria. Gente, tá aqui mesmo um disco voador muito grande, tamanho de um ônibus. Gente, muito grande. Não é mentira. Não é mentira, gente. Se você... Lisiane, olha aqui no zoom como é que fica. Olha aqui. Olha, Lisiane. Olha aqui, mamãe, olha aqui no zoom como é que ela tá. Marcelo, corra aqui, Marcelo. Marcelo, corra aqui. Não, meu amor, aqui no meu celular que tá no zoom formato é uma nave. Eu juro a vocês. Eu te estou filmando. Olha aqui. Laís, olha como é que fica no zoom. Olha aqui no zoom como é que fica, Luiz. Olhe. Olhe. Cortei o vídeo, mas aí, tá vendo? Tá sobrevoando a região. Parece que não é helicóptero militar, não. Alguma porra tem, gente. Não é normal, não. Galerinha, parece que é fogo de artifício, mas não é fogo de artifício não. Várias explosões vindo lá da Imbel. Imbel fica nessa direção aí, ó. Tá escutando? Por que essas explosões aí? Estranho, né? Estão escutando?
Tá ouvindo as explosões? É pra lá. Muito estranho, hein? É bomba essa porra. Aí, Rony, de novo, Rony. Agora acho que eu peguei, mano. Consegui furar o bloqueio da empresa, da indústria. Gente, tá aqui mesmo um disco voador muito grande, tamanho de um ônibus. Gente, muito grande. Não é mentira. Não é mentira, gente. Meu Deus, o que é isso? Nossa, que louco, meu Deus. Nossa, Jesus. O que é isso? Meu Deus. O que é isso? Ai, meu Deus. Ai, eu devo estar ficando louca nessa. Olha. Olha isso. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus. Para com a câmera, né? Agora, céu, cara. agora eu tô filmando. Agora a sequência de umas 5 ou 6 estrelas, cara. Vindo direto assim, Agora eu tô cara. filmando. Coisa de doido. Tá falando com E quem, aqui irmão? no Alexandre, ali o Twitter, ali tá todo mundo falando. manda ele sair Aqui propaganda, atrás, pô. cara, tu fica dentro de casa fazendo não sei o que aqui atrás. Ó, Tem tá um- piscando tem um agora aqui lá, piscando, vem aí autônomo. fora. Manda ele vir olhar pra... E aquela é a segunda vez que volta lá. Tá Aquela é a fazendo segunda bolo, vez que deixa o volta. bolo queimar, cara. Que bolo, olha lá, tá piscando forte pra caramba. Alexandre, eu comecei a gritar. O céu tá mexendo, Haroldo, o céu tá mexendo. Próximo assim Alexandre, eu mas 5 ou perco 6 a definição. estrelas. Mas Não precisa ter medo não, Cacá. Assim, uma do lado Não da tem medo outra, não. assim, ó. Eu falei, gente, Tem medo não, cara. Anda ou o céu tá mexendo? Cara, Alexandre, o Puxa, céu pena tá que não dá pra mexendo, cara. Aproximar. Eu tô no... Andando, uma do lado da outra, Eu tô assim, no- ó, sabe? Como se, no como Guerra nas telefone, Estrelas. aí eu não era aquilo dali, consigo. não, era lá atrás. Apagou? Cara, Apagou? Não, apagou não. Fixou a luz vermelha. Mudou de cor, fixou a luz vermelha. Você vê que aquele ali tá fixo. Aquele ali não tá se movendo. Vou ter que chamar o Jeff. Aí eu chamei a Haroldo, Ó. o céu tá mexendo, o céu tá Luz mexendo. vermelha. Dani, chamei a Haroldo, eles conseguiram ver. Ele tá muito focado. Muito show, Luz Alexandre. vermelha. Agora ela parou de piscar, mas tá vermelha. Parou de piscar e parou de subir, né? E parou. E tá vermelha. Andando, mas 5 ou 6, aí chamei a Haroldo, a Haroldo falou, elas estão andando. Chamei Dani também viu a mesma coisa. E a Dani falou que visualizaram lá em Belo Horizonte também. No Twitter. Andando em linha. Ó, ele tem o Twitter? Mandando também? informação. Não sei se ele tem Twitter. Ó, no Twitter, Ah, não o consigo pessoal mais, tá? falando Ficou que distante. tá- Ela ficou alguém pouco tá nítida e vendo tá 5 distante. ou Vou parar a 6 gravação, estrelas depois eu de volto. informação. Gente, aqui ó, tô na estrada aqui do Arco Metropolitano, indo pra Tresópolis. Aqui do lado é Pau Grande, Magé. Se liga, olha isso. Caraca, mano, estão atrás do ZT. Aí ó, o exército tá escondendo alguma coisa. Cadê o ZT?
Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Plus TV. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une vidéo que je vous ai partagée dans la Minute OVNI, où je revenais justement sur ce crash d'OVNI qu'il y aurait eu à Magé au Brésil. Et je vous avais partagé justement un témoignage de ce monsieur qui s'appelait Monsieur Pascal Trefengui. Alors, il faut savoir que j'avais bien marqué dans la vidéo que c'était un témoignage à prendre avec des pincettes, et je vais vous le confirmer encore une fois de plus dans cette vidéo. Sachant qu'en plus le personnage, j'ai eu pas mal de retours sur lui où on me confirme bien que tout simplement bien c'est un escroc, et il faut dire ce qui est, et je vais vous le prouver grâce à cette vidéo encore une fois de plus, avec bien sûr les nouvelles qu'il donne suite à ce crash d'OVNI qu'il y aurait au Brésil. Alors écoutez bien et regardez bien, enfin regardez plus, j'ai envie de dire, parce que c'est plus les images qui vont être importante dans ce debunk, on va dire. Pu accéder donc au lieu du crash, eh bien tout simplement derrière l'usine Imbel, hein. Donc ça correspond exactement à ce que j'avais vu donc en hélicoptère. Donc on voit bien les traces d'impact, hein. Il y a 3 impacts, hein. Donc l'OVNI s'est détaché en 3 objets. Et puis donc la forêt a été découpée Alors voilà, c'est ça qui est très important et qui m'a, où là je me suis dit il y a quand même peut-être quelque chose à chercher dans ces images. C'est l'image qui nous fait voir là, donc celle-ci, alors pas celle de l'hélicoptère mais celle d'après, où on voit les images exclusives, hein. Il y a que lui qui les a, de ce crash d'OVNI. Alors vous voyez, hop, on voit cette boule de feu, je dirais, se désintégrer dans le ciel. Et je vais m'arrêter ici parce que bon, ce qui est important, bah, c'est voilà, c'est de retenir cette espèce de, alors je sais pas, de petit palmier, ou je ne sais pas quel arbre c'est, enfin bref, mais ça va être important pour la suite, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris tout simplement un screen, donc une photo, une capture d'écran de cette image, je l'ai mis dans Google Chrome. Et dans Google Chrome, tout simplement, eh bien, j'ai fait une recherche pour voir si je pouvais retrouver des images qui concordent à celle-ci. Et je suis donc tombé sur un article qui doit être rédigé sûrement en portugais, qui parle d'une boule de feu qui se serait désintégrée du coup dans l'océan Pacifique. Et non pas un OVNI, hein, qui serait écrasé, comme veut nous faire comprendre Pascal Trefengui dans sa vidéo. Et en plus, l'article date du 28 décembre 2019. Et on lit bien, vous voyez, donc une météorite, voilà. Bon, après, si vous voulez encore mieux, j'ai envie de dire, il y a une vidéo de ce phénomène, hein, et on peut constater que, voilà, c'est... Alors, elle a été mise le 6 janvier 2020, hein, donc... faut savoir que le crash d'OVNI, c'était quand même ce mois-ci, on est au mois de mai, hein, donc il y a quand même un sacré espace entre les mois. Et on peut retrouver du coup encore les mêmes images, vous allez vous en rendre compte, tout simplement. Regardez, on va avancer un peu. On va avancer un tout petit peu, c'était vers là, regardez. Voilà, on retrouve, vous voyez, la même image. En plus, il s'est pas foulé la rate, j'ai envie de dire. Il s'est vraiment pas foulé la rate, vous voyez, regardez. Hop, on va essayer de bien, hop, s'arrêter. Et vous voyez, on retrouve donc ce petit palmier, la même image, hein, ça correspond bien, voilà, regardez, hop. Voilà. Ça correspond bien. Eh bien, la vidéo que monsieur veut nous partager en nous disant que lui, il a l'exclusivité surtout sur le crash d'OVNI, sur... voilà, sur des soi-disant enregistrements militaires, enfin bref, pas mal de choses. Bon, juste pour prouver, hein, j'ai pas de mérite là-dessus, j'ai envie de dire, parce que voilà, le personnage a déjà son... On va dire, a déjà un sacré palmarès. On va dire que ça se rajoute, ça rajoute une pièce au dossier encore. Donc voilà, comme quoi, eh bien, il faut se méfier de tout le monde. En sachant qu'en plus, cet homme a des problèmes, on va dire, avec Béatrice Elbez et d'autres, on va dire, sacrés spécimens sur Internet. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Voilà. Et puis je vous donne rendez-vous dans
dans les prochains jours pour plus de vidéos. Sur ce, ciao, ciao, à la prochaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Existe-t-il une vie extraterrestre? C'est cette question existentielle qui fascine la Silicon Valley. Des initiatives des géants de la tech au laboratoire californien rencontrent avec celles et ceux qui cherchent la vie ailleurs. Il y a quelques mois à peine, l'US Navy confirmait que plusieurs vidéos de phénomènes volants non identifiés captés entre 2004 et 2015 n'étaient pas truquées. Une révélation qui relance la passion de l'ufologie dans la Silicon Valley. Un marché s'est créé pour chercher une preuve d'intelligence extraterrestre sur Terre ou dans l'espace. Reportage en Californie avec Valérie Defer et Pierrick Lehan. 42 radiotélescopes dissimulés au cœur des montagnes californiennes. Ces oreilles géantes écoutent l'univers à la recherche d'un signal extraterrestre. Alex Polak est le gardien de ce centre de recherche un peu particulier. Il s'assure que ces paraboles captent les signaux électromagnétiques envoyés depuis l'espace. Voici notre récepteur. Il est similaire aux paraboles de télévision que les gens ont chez eux, mais c'est beaucoup plus sensible. Nous le pointons vers le ciel, là où nous pensons qu'il pourrait y avoir une vie extraterrestre et des technosignatures. Car nous savons que là où il y a de la technologie, il y a une forme de vie intelligente. Les milliards de données collectées sont ensuite stockées dans ces data centers, puis analysées à l'aide de l'intelligence artificielle par des scientifiques de la Silicon Valley. L'entrepreneur Yuri Milner et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ont monté Breakthrough Listen. Le projet a reçu 100 millions de dollars de financement pour détecter une preuve d'intelligence extraterrestre dans l'espace. La dernière décennie a été le témoin d'une grande découverte en astronomie, celle des exoplanètes. Le fait qu'il soit très commun qu'une étoile soit entourée de planètes. Chaque étoile dans notre galaxie a un système planétaire et nous n'avons aucune raison de penser que notre système solaire est unique, comparé à d'autres galaxies, ce qui signifie qu'il y a potentiellement beaucoup de chances d'y trouver la vie. Si la majorité des recherches se concentrent dans l'espace, une société analyse les phénomènes aperçus sur Terre. Car pour la première fois, la marine américaine a déclassifié 3 vidéos prises par des pilotes montrant des objets aériens non identifiés. On ne peut pas imiter cette performance. Normalement, lorsque vous faites une rotation à 90 degrés, vous perdez en altitude. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et un hélicoptère ne monte pas à 25 000 pieds. Normalement, on devrait voir s'échapper de la chaleur une sorte de propulsion. Ça ne ressemble pas à un engin que nous connaissons. Nous avons fait analyser la vidéo par nos meilleurs experts. Avant de rejoindre cette initiative privée, Luis Elizondo a dirigé pendant plus de 8 ans le programme du gouvernement américain dédié à l'étude des phénomènes aériens non identifiés, appelé ATIP. Nous voulons éviter les surprises, que ce soit une technologie russe, chinoise ou que cela vienne d'ailleurs. Si cela peut dépasser nos capacités, alors nous avons tout intérêt à essayer de comprendre cette technologie. Chaque année, les États-Unis recensent plus de 10 000 témoignages d'objets non identifiés. Mais aucun phénomène extraterrestre n'a à ce jour été confirmé par des scientifiques ou par les 800 satellites en orbite autour de la Terre. Et notre ovni adoré, unique et préféré à nous, c'est bien sûr Guillaume Gralet du magazine Le Point. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Et si la réponse à la vie extraterrestre se trouvait sur Terre? Pour en avoir le cœur net, une chercheuse française explore les milieux terrestres extrêmes, des lacs volcaniques aux cratères créés par des astéroïdes millénaires. Nathalie Cabrol manie l'astrobiologie pour découvrir la possibilité d'une autre vie. On la rejoint tout de suite dans son laboratoire au SETI, en Californie. Bonjour Nathalie. Alors d'abord, qu'est-ce que concrètement l'astrobiologie et puis comment peut-elle nous aider à trouver des traces de vie?
L'astrobiologie, c'est la recherche sur l'origine et la nature de la vie dans l'univers, mais aussi sur la recherche de ce que nous appelons les biosignatures, qui peuvent être aussi bien des microbes qu'une vie intelligente avancée. La raison pour laquelle c'est un sujet fascinant, évidemment, c'est parce qu'on cherche aussi d'où nous venons, qui nous sommes nous seuls. Et les dernières années nous ont prouvé qu'au moins si on avait des doutes sur l'existence d'autres mondes dans l'univers, on a découvert avec TESS, avec Kepler, qu'il y a plus de planètes dans la galaxie qu'il y a d'étoiles. Donc comme je dis souvent, se demander s'il y a la vie dans l'univers, c'est vraiment... penser si nous sommes seuls, c'est une absurdité statistique. Il y a 400 milliards de planètes dans cette galaxie et c'est simplement dans la nôtre. Et il y a des milliards et des milliards de galaxies. Nathalie, ces dernières années, vous avez multiplié les explorations dans des milieux extrêmes, à la frontière entre le Chili et la Bolivie, par exemple. Pour quelles raisons et quels en ont été les enseignements scientifiques? Oui, on est un petit peu limité quand il s'agit pour le moment d'explorer les mondes que nous voyons comme Mars ou les planètes et les lunes du système solaire extérieur, simplement parce que nous avons été seuls sur la Lune. Et c'est le seul monde sur lequel nous avons été, que nous avons exploré pour le moment en tant qu'humains. Il y a des explorations robotiques, bien entendu. Mais si on veut essayer de comprendre comment les explorer et comment chercher la signature de vie ailleurs que sur la Terre, eh bien, on est obligé d'explorer ce qu'on appelle des analogues terrestres, c'est-à-dire des environnements qui ressemblent à ces mondes qu'on veut explorer, mais qui sont localisés sur notre planète. C'est ce que je fais dans les Andes, où il y a des environnements qui sont analogues à ce que Mars était au tout début de son histoire. Et il y a d'autres analogues. Vous pouvez aller en Islande, vous pouvez aller au nord, au Canada, dans les régions polaires, et avoir des analogues au monde comme Europa ou Encelade. Alors, vous avez une approche holistique, c'est-à-dire que vous appuyez sur différents domaines scientifiques pour conduire vos recherches. Pourquoi est-ce pertinent ? Oui, c'est typique de l'astrobiologie, c'est ce qui a fait sa réussite, parce que c'est une science qui crée de nouvelles sciences. Quand vous commencez à connecter la géologie, la microbiologie, la biologie évolutionnaire, mais aussi la philosophie, la sociologie, d'un seul coup, vous avez un autre regard sur les mêmes questions. Et donc, cette approche qui nous permet de comprendre non seulement l'aspect technique de la recherche de la vie, mais aussi ses implications philosophiques et sociologiques. Qu'est-ce que ça nous apporte si on découvre la vie dans l'univers ailleurs? Qu'est-ce que l'évolution technologique et les instruments que nous développons pour l'exploration planétaire nous apportent sur cette Terre, par exemple? Ça, c'est des questions qui sont élargies grâce à l'astrobiologie. Et des questions que j'ai envie de vous retourner, Nathalie. Qu'est-ce que cette exploration vous apporte à vous sur le plan personnel? On a l'impression qu'il y a un côté mystique quand même dans cette démarche, non? Oui, comme je l'ai dit assez souvent, c'est tout à fait quelque chose qui fait partie de ma vie. Et j'ai moi-même dit que je suis mystique quelque part. Je ne suis pas une personne religieuse, mais je suis quelqu'un qui a un appel spirituel très profond. Et pour moi, la spiritualité, c'est simplement essayer de vivre en harmonie et de comprendre l'univers qui nous entoure. Donc, cette recherche scientifique, elle est définitivement couplée avec une approche spirituelle. Merci infiniment, Nathalie Cabrol. Et après la vie dans l'espace, il y a la question du droit à y appliquer. Guillaume, on a peut-être un premier élément de réponse avec l'ONU qui s'est intéressé au droit spatial dès 1963. Oui, il faut se replonger il y a 57 ans. On est en pleine guerre des étoiles entre la Russie et les États-Unis, à savoir qui pourra conquérir l'espace. Et l'ONU veut calmer un tout petit peu le jeu, explique que l'espace devient un bien commun qu'il faut respecter, qui obéit à certaines règles, notamment lorsqu'il y a un spationaute qui est en difficulté, il faut absolument aller le secourir. Lorsqu'il y aura des dommages qui seront établis sur certaines planètes, la responsabilité reviendra à la nation qui a envoyé la fusée. Et surtout, l'espace devra devenir un espace de libre expression. Libre expression, peut-être, sauf qu'on y trouve des ressources. Alors, quand on a ces ressources issues de l'espace, il y a plusieurs cas d'exploitation. Il y a une exception avec le Luxembourg.
Oui, en fait, il faut se replonger là en 1967. 4 ans plus tard, l'ONU voit bien qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans l'espace et établit un droit commercial. Le droit commercial, dans un premier temps, revient uniquement aux États, sauf lorsque ces derniers donnent l'autorisation à des sociétés privées d'aller exploiter les ressources minières, notamment dans les astéroïdes. Et c'est le Luxembourg qui a un petit peu ouvert la voie en prenant des participations dans plusieurs entreprises, comme Planetary Resources, mais également Deep Space Industry, et a donné l'autorisation à ces entreprises. Et on voit bien que la course aux étoiles devient ici une course au profit. Allez, si on se projette dans quelques dizaines d'années et si les terriens viennent à s'installer dans l'espace, est-ce qu'il y aura un droit civique international ? En réalité, il y a tout à inventer. Il y a à inventer la nationalité des personnes qui un jour naîtront peut-être dans l'espace. Est-ce qu'ils devront dépendre de la nationalité des parents géniteurs ou est-ce qu'il faudra inventer une nouvelle nationalité ? Il y a également le droit des biens immatériels, par exemple. Et ça, il faut écouter la chercheuse de l'Université de Mississippi, Michelle Hanlon, qui explique que, par exemple, l'empreinte qu'a laissée Neil Armstrong sur la Lune, c'est un bien historique qu'il faut respecter. Bref, on a vraiment tout à inventer au niveau juridique. Dernier droit à inventer là aussi, le droit à se défendre en cas d'agression extraterrestre, voulue ou non, comme avec des êtres vivants ou des astéroïdes. Oui, alors là, on s'y prépare de manière très concrète. Il faut voir les plans de la NASA, notamment à travers un programme qui s'appelle le programme DART, Double Asteroid Redirection Test. En fait, la NASA a prévu en 2022 d'envoyer une navette spatiale à une vitesse très rapide, 6,6 km par seconde, sur un astéroïde. L'astéroïde, il s'appelle Didymos. Pour l'instant, il n'est pas dangereux, il le sera peut-être un jour. Mais l'idée, c'est de voir comment cette navette peut changer la direction de l'astéroïde, un petit peu comme une boule de billard dont vous changez la direction. Et ces travaux seront observés également par l'Europe à travers la mission ERA et également par la mission japonaise JAXA.